Et ce que montre Poutine, c'est qu'on avait tout faux. Que non, le commerce n'adoucit pas les mœurs, que non, la dépendance énergétique, la dépendance de la Russie à l'égard des marchés occidentaux n'est pas plus importante que la paranoïa grand russe de la Russie. Et donc pour les Européens, c'est un réveil extrêmement douloureux. Merci beaucoup Pierre Verluys de votre accueil, de votre invitation. C'est très rassurant de voir une jeune génération qui s'intéresse à la géopolitique, surtout par ces temps troublés. Vous avez beaucoup de chance d'être en prépa aujourd'hui ou en master de relations internationales, parce que tout ce qu'on vous apprend est faux, est en train de devenir faux. Toutes les certitudes que l'on essaye de vous transmettre sur les fondamentaux de la sécurité internationale, eh bien, sont en train d'être dépassées par le vent de l'histoire. Et donc, votre génération, c'est votre génération, pas la nôtre, qui devra reconstruire quelque chose de plus apaisé que ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je prends un ton volontairement grave parce que je pense vraiment que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, que l'attaque russe sur l'Ukraine est une rupture dans le champ des relations internationales. Ce n'est pas un événement, c'est une rupture majeure qui aura des conséquences pour l'avenir de la Russie, bien sûr, pour l'avenir de l'Union européenne et pour même le système international. Alors, je ne vais pas traiter tous ces points dans cette conférence parce que je vais centrer sur mon livre, mais je voulais juste en introduction attirer votre attention sur ce moment historique que vous vivez. Alors le mot historique est souvent galvaudé, on dit que tout est historique, y compris la dernière basket de chez Prada, mais quand même là, on vit quelque chose d'historique parce que c'est l'ordre mondial qu'on avait construit depuis 1945 qui est en train de voler en éclats sous l'attaque de Vladimir Poutine en Ukraine. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. D'abord, on est le 24 mars, c'est-à-dire que ça fait un mois que la guerre a commencé, 24 février. Et aujourd'hui, il y avait la réunion des trois grandes institutions occidentales, l'OTAN, l'Union européenne, le G7, à Bruxelles, au niveau des chefs d'État, avec Joe Biden qui a fait le voyage et qui ira demain en Pologne. Réunion des chefs d'État et de gouvernement des Occidentaux qui a montré l'unité extraordinaire de l'Occident, mais la solitude extraordinaire de l'Occident. Le reste du monde, en particulier en Afrique ou en Asie, ne soutient ni l'un ni l'autre. Donc voilà, c'est vraiment en fait, soyez attentifs à ce qui se passe parce que vraiment, le monde dans lequel vous allez vivre va être largement déterminé par la suite des événements qui sont en train de se produire en Ukraine. Alors, cela dit, je vais revenir à cet ouvrage qui n'est pas complètement hors d'actualité puisque son titre, j'avais choisi son titre l'année dernière au moment où je le rédigeais parce qu'il me semblait que dans son fonctionnement, dans ses politiques, dans sa réponse à toutes les crises qu'elle a traversées depuis la fin de la guerre froide, l'Union européenne arrivait finalement à débloquer quelques consensus. Mais finalement, l'Union européenne, que ce soit dans la réponse à la crise économique de 2008, à la crise des réfugiés de 2015, à la crise du terrorisme en 2015, à la crise du Covid en 2020, que l'Union européenne, malgré tout, patinait, n'arrivait pas à construire une espèce de résilience tout azimut, n'arrivait pas à construire une voie sur la scène internationale qui lui permettait de s'affirmer, de défendre ses intérêts et surtout de séduire les citoyens européens. Une des grandes raisons de mon inquiétude sur l'Europe, c'est surtout la désaffection grandissante d'une partie de la population européenne. Et donc l'idée, c'était de voir, au-delà des politiques que l'Europe menait pour répondre à ces différentes crises, c'était de regarder plutôt les fondamentaux et d'essayer de comprendre pourquoi les fondamentaux qui ont présidé à la construction de l'Europe au début des années 50 eh bien, n'étaient plus adaptés au monde d'aujourd'hui et que c'était peut-être dans cette obsolescence
de l'ADN initial de l'Union européenne qu'il fallait chercher les raisons de son malaise, les raisons de son incapacité, de son impuissance aujourd'hui à répondre véritablement de façon constructive et crédible aux crises qui l'assaillent depuis quelque temps. Et donc, c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais rappeler rapidement quels étaient les fondamentaux, pourquoi et comment ils ne sont plus adaptés à la réalité de la mondialisation dans une première partie. Et dans ma deuxième partie, je vais continuer sur la guerre, sur les conséquences de la guerre pour l'Union européenne, en essayant de vous montrer qu'il est encore plus urgent de changer cet ADN et de modifier les principes sur lesquels l'Union européenne se fonde. Et donc, première partie, quels sont les fondamentaux de l'Union européenne? Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire, les traités, les institutions, etc. C'est pas ça les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quels sont les principes de base qui ont permis à l'Union européenne d'exister et qui lui ont permis de fonctionner de façon unanime pendant un certain nombre de décennies. Il y avait deux... Je crois qu'il faut regarder au départ, tout de suite après la guerre, entre 49 et 50, je rappelle que l'Europe était un champ de ruines, qu'on mourait de faim à Paris à l'époque, il faut quand même. C'est comme ça que l'abbé Pierre est intervenu sur la scène nationale. Il y a eu deux idées fortes et qui ont défini les deux principes de base de l'Union européenne. La première idée, c'était, Schuman et Monnet y ont mérité d'une certaine façon leur excellence, leur génie. La première idée, c'était de dire on va construire la paix par le commerce, et en particulier par le commerce, voire l'intégration économique et commerciale entre les deux plus grands ennemis de l'histoire européenne, en tout cas depuis un siècle, qui sont la France et l'Allemagne. Et donc ça, c'est l'idée de base, l'idée géniale, la réconciliation franco-allemande, mais non pas comme ça, comme un principe éthéré, mais la réconciliation franco-allemande ancrée dans une intégration économique et commerciale des matières stratégiques de l'époque, c'est-à-dire des matières qui servaient à faire la guerre à l'époque, c'est-à-dire le charbon et l'acier. La CECA, que l'on signe en 1951, c'est la mise en commun des matières qui permettent de faire la guerre entre les deux plus grands ennemis de la planète, en se disant que comme ça ils pourront plus faire la guerre, et que petit à petit, en intégrant d'autres pans de leurs économies, ça sera d'abord la politique agricole commune, puis l'union douanière, puis le commerce, puis la monnaie aujourd'hui, eh bien, en se faisant, par ce commerce intra-européen de plus en plus intégré, on construirait une paix universelle entre la France et l'Allemagne, et s'il y a paix universelle entre la France et l'Allemagne, il y aura paix sur le continent européen. C'est un modèle absolument révolutionnaire. Aujourd'hui, ça vous paraît parfaitement banal, mais c'était à l'époque extrêmement audacieux, totalement révolutionnaire. C'est comme si, aujourd'hui, mutatis mutandis, c'est comme si quelqu'un se levait et disait « moi j'ai une solution pour faire la guerre dans le conflit israélo-palestinien ou dans le conflit israélo-arabe, j'ai la solution, on va faire une structure commune où on intégrera les potentiels nucléaires réels ou supposés de l'Iran et d'Israël ». Alors quand je dis ça, vous vous rendez compte, c'est inimaginable. Il faut être fou pour penser qu'on va créer une structure commune entre l'Iran et Israël, qui sont les deux ennemis de la région. Mais c'est exactement ce qu'ont fait Schuman et Monnet entre la France et l'Allemagne. C'est du même ordre, c'est de la même révolution. Ça, c'est le premier point. Donc la paix par le commerce, la paix par le marché. Le deuxième point, alors c'est en même temps, mais là c'est pas Schuman et Monnet, ce sont les Américains. En 1950, il y a également le début de la guerre en Corée, et donc les Américains comprennent très vite que la menace n'est plus l'Allemagne, que c'est le système communiste et donc l'Union soviétique, et donc les Américains disent il faut réarmer l'Allemagne. Alors à la suite d'un certain nombre de péripéties dont je vous passe, de la part de la France, qui ne supporte pas l'idée d'un réarmement allemand, finalement, l'Allemagne sera réarmée en 1954 dans l'OTAN. Et en 1954, les deux vaincus de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et l'Italie, rentrent dans la structure militaire intégrée de l'Alliance Atlantique, qui avait été créée en 1949. Et donc ces deux pays seront réarmés, mais contrôlés
sous commandement américain dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Et ça, c'est le deuxième principe fondateur. L'Union européenne, la CEE, pardon, à l'époque, la construction européenne délègue aux États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, la responsabilité de la sécurité et de la défense de l'Europe. Et donc on a au tout début des années 50 un schéma qui se met en place, un partage des tâches qui existe encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut revenir aux valeurs fondamentales, qui est de dire, eh bien, à partir de maintenant, la CE qui commence, puisque le traité de Rome va être signé en 1956, va s'occuper de la prospérité des pays membres, donc la prospérité de l'Europe, à l'époque les 6, et l'OTAN va s'occuper de la sécurité des pays membres, c'est-à-dire y compris les 6. Il y en avait d'autres, mais y compris les 6. Et ce partage des tâches, il est fondamental. Il date de 1954 et il perdure encore aujourd'hui. J'y reviendrai dans la deuxième partie, mais il explique, il explique comment la construction européenne s'est développée comme une entreprise purement économique et commerciale, de plus en plus élargie, par le biais d'élargissements successifs, parce qu'il fallait étendre de plus en plus le marché, et comment elle a fait l'impasse sur l'ensemble des questions de politique de sécurité et de défense au profit des États-Unis. Donc ça, c'est les deux principes fondateurs. La CE fait de la prospérité, l'OTAN fait de la sécurité, et tout le monde est content. Et effectivement, tout le monde va être très content pendant toute la guerre froide. Ce paradigme qui définit la relation transatlantique va fonctionner exceptionnellement bien pendant les 40 ans de guerre froide, c'est-à-dire jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991. Et pendant cette période, la CEE, puis l'Union européenne, va devenir la première puissance économique de la planète, la première puissance commerciale de la planète, une très grande puissance démocratique. On était un peu moins de 500, on était 500 millions avec les Britanniques, on est maintenant à 440 millions d'habitants démocratiques, c'est le plus vaste ensemble libéral démocratique du monde, plus grand que les États-Unis et que l'ensemble des pays développés, et une très grande puissance monétaire avec l'euro qui commence à se mettre en marche dès 1992, etc., etc. Donc comment dire, ces fondamentaux européens ont parfaitement fonctionné, et d'autant mieux fonctionné que comme les Européens avaient délégué aux Américains le soin de s'occuper de la défense en Europe et dans le reste du monde, du coup ils payaient très peu pour leur défense, le minimorum à l'OTAN, où les Américains continuent de payer 70% des dépenses, et pouvaient consacrer donc non seulement aux investissements économiques, mais aussi à la redistribution sociale, une bonne partie de la richesse accumulée. Et c'est comme ça aussi que non seulement sur le plan économique, mais sur le plan social, pendant les périodes de guerre froide, l'Europe de l'Ouest, la CEE de l'Ouest, était devenue une des zones de la planète où les systèmes de protection sociale étaient les plus avancés de toute la planète. C'est le citoyen européen est encore aujourd'hui le citoyen le plus protégé, qu'il s'agisse de maladies, de chômage, de vieillesse. Nous dépensons à peu près, Madame Merkel disait, nous faisons à peu près 6% de la population mondiale, nous dépensons 50% des dépenses sociales du monde. Il y a un moment où il faudra s'interroger pour savoir si cet équilibre est tenable. Mais en tout cas, ce système a très bien fonctionné. Et il arrête de fonctionner, on le voit vraiment très clairement, je vais vous donner quelques exemples, il arrête de fonctionner quand la guerre froide qui lui a donné naissance s'arrête. Ce système est né comme un produit de l'état du monde à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme un produit de la guerre froide qui se mettait en marche. Il a fonctionné très bien pendant toute la guerre froide. Quand la guerre froide s'arrête, c'est-à-dire quand l'URSS disparaît de la surface de la Terre en 1991, eh bien ce système commence à patiner. C'est-à-dire que les fondamentaux sur lesquels s'appuyait l'Union européenne, à savoir le commerce pacifie la planète et le commerce élargi pacifie encore plus vite la planète, et deuxièmement, l'Amérique est la puissance démocratique qui protège le mieux les intérêts européens. Ces deux fondamentaux se révèlent
plus ou moins contestable à partir de 1991, c'est-à-dire la chute de l'Union soviétique et l'entrée dans la mondialisation. Je vais peut-être faire à ce stade une toute petite parenthèse sur la mondialisation, mais parce que je pense qu'elle a un sens pour la suite, cette parenthèse, pour dire que 1991, c'est pas seulement la chute de l'Union soviétique, c'est l'irruption de la mondialisation, enfin entre 85 et 90. Et qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Ce n'est jamais qu'une révolution géopolitique. C'est l'idée que les deux grands blocs communistes, l'URSS et la Chine, en même temps, pour des raisons qui n'ont rien à voir, mais en même temps décident que leur économie planifiée est un échec et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de rentrer dans l'économie libérale de marché. Et donc la mondialisation, c'est ça, c'est l'aveu d'échec des économies communistes, la conversion à l'économie libérale, avec quelques tricheries quand même, parce qu'on reste un peu communiste, mais c'est ça la mondialisation, c'est l'avènement d'un marché unique sur la planète. Il n'y a plus qu'un seul marché monde, je crois qu'il n'y a que la Corée du Nord aujourd'hui qui n'est pas rentrée dans le marché mondialisé. Et ce qui change, ce n'est pas simplement la disparition de l'Union soviétique, ce sont les règles économiques et commerciales qui vont se mettre en place sur toute la planète. À partir du moment où le marché devient mondial, eh bien, l'économie occidentale, puisqu'on était dans une économie d'Europe de l'Ouest, une économie atlantique, entre occidentaux, on ne commerçait pas avec l'Union soviétique. L'économie occidentale va aussi subir le choc de la mondialisation par le biais des délocalisations, de la recherche du coût du travail le moins cher possible, et donc la désindustrialisation de l'Europe vers la Chine, etc., etc. Et donc les Européens vont avoir à gérer deux révolutions en même temps, la disparition de l'URSS et l'apparition de la mondialisation qui va complètement chambouler les règles du commerce mondial. Et donc, on arrive à ce moment-là à 3 ou 4 événements qui vont montrer comment dire, non pas la vanité du modèle de référence, mais l'inefficacité de plus en plus grande du modèle de référence. Alors, je prends, peut-être pas dans l'ordre, la prospérité. L'idée que la prospérité, que le commerce mondial est un facteur de prospérité infinie et que le commerce mondial est un grand pacificateur. C'est-à-dire, plus l'Europe s'élargit, plus elle pacifie ses marges, plus ils deviendront démocratiques, plus ils respecteront nos critères, nos standards, etc. Et qu'in fine, c'était la thèse de Fukuyama en 1995 aux États-Unis, ce sera la fin de l'histoire. C'est-à-dire que l'interdépendance commerciale, l'interdépendance économique va rapprocher les consommateurs, va rapprocher les désirs des consommateurs, va rapprocher les modes de production, et in fine, il y aura une espèce de communauté internationale qui aura envie partout de consommer de la même façon et au prix le plus bas possible. Et donc cette idée que le commerce est un grand pacificateur et que grâce à la mondialisation, c'est-à-dire au commerce mondial, on va aller vers une planète de plus en plus stabilisée par les vertus du commerce, c'est du Montesquieu au XXIe siècle, c'est le commerce adoucit les mœurs, hein, la grande phrase de Montesquieu. Cette idée-là, elle est battue en brèche en 2008, avec la première grave crise économique de la mondialisation, alors qui n'est pas une crise économique, je vous l'accorde, qui est une crise bancaire aux États-Unis, qui est née vraiment de la cupidité de certains banquiers américains. Mais pourquoi? Parce que les États-Unis et d'une certaine façon certains pays européens étaient allés le plus loin possible dans la libéralisation du commerce, et en particulier des échanges bancaires, était allé dans la déréglementation la plus vaste possible du commerce mondial, des finances mondiales, avec cette idée qui était la grande idéologie des ultralibéraux Thatcher et Reagan, que « the market is perfect ». Le marché est parfait. Et que si le marché rencontre un problème, il est tellement parfait qu'il corrige lui-même son propre problème. Et donc dans cette philosophie, il fallait déréguler au maximum. Le moins de contrôle politique sur les marchés voulait dire le plus de prospérité possible sur les marchés. C'était ça, la croyance. Et l'Union européenne était fanatique de cette vision des choses, fanatique. Elle a dérégulé au maximum, aussi bien les services publics que bientôt la RATP. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en principe, dans 2 ans, on doit ouvrir la RATP
à la concurrence européenne. Je ne vois pas très bien pourquoi, mais enfin c'est comme ça, c'est la libéralisation du marché au maximal. Or, de ce dont on se rend compte en 2008, c'est qu'un marché sans contrôle, c'est un marché qui dérape, qui est soumis à la veulerie, à la cupidité, à la malhonnêteté, etc. Et ça nous conduit à la première grande crise économique de la mondialisation, dont les États-Unis et l'Europe surtout vont faire les frais. Vous étiez peut-être encore très jeune, mais en 2011-2012, on a eu 2 années en Europe de récession économique, un taux de croissance négatif dans nos pays européens. Ça, c'est la première chose qui montre que quand même notre croyance sur le commerce adoucit les mœurs, c'est pas forcément vrai aujourd'hui. Et pardon, la crise du Covid, j'anticipe un peu, mais la crise du Covid a renforcé cette crise du modèle utopique que l'on avait mis sur la libéralisation des marchés. Pourquoi? Qu'est-ce que montre le Covid? C'est que l'interdépendance économique avec tout le monde, y compris avec la Chine, un pays qui n'est pas une démocratie et qui est peut-être notre adversaire stratégique un jour, c'est que l'interdépendance économique, au lieu de nous protéger, nous condamne. Ce que montre le Covid, c'est qu'on est dépendant d'un pays communiste pour fabriquer du Doliprane. Et donc, si les Chinois n'ont pas envie de nous fournir la matière première qui sert à la fabrication de ces médicaments, eh bien, on ne le fait pas. De même, on est très dépendant vis-à-vis de la Chine pour ce qu'on appelle les métaux rares, les terres rares qui servent à fabriquer l'essentiel de votre smartphone. Et donc, le Covid renforce la crise de cette première partie de l'ADN européen, cette croyance dans le fait que le commerce est une vertu et qu'il faut qu'il soit le plus libéral possible pour avoir le plus de prospérité possible, et bien ça, ce dogme européen, ce qui a fondé le soft power européen, cette idée que l'Europe allait devenir encore plus une grande puissance parce qu'elle est la meilleure dans les normes, dans l'expansion du marché, etc., etc. Cette croyance s'effondre en 2008 et en 2020 avec la crise du Covid. Et puis, troisième exemple, l'idée que l'Amérique est le meilleur garant de la sécurité et de la défense des intérêts des Européens, cette idée commence à vaciller. Alors, elle a commencé avec George Bush Jr. en 2003, quand il a décidé d'envahir l'Irak sans mandat des Nations Unies. Il n'y a pas d'autre mot, c'était une invasion de l'Irak, même si on fait semblant aujourd'hui, depuis le début d'ailleurs, les Occidentaux font semblant de dire qu'il y avait un mandat, il n'y avait pas de mandat du tout. Mais bon, je passe de côté 2003, là, le vrai tournant, c'est l'élection de Donald Trump en 2016, entre 2016 ou 2020, où Donald Trump a systématiquement parti en guerre contre tous les fondamentaux occidentaux, le libéralisme économique qu'il voulait remplacer par du protectionnisme, l'OTAN dont il disait que c'est peut-être obsolète, qu'est-ce que c'est que ce truc, les Européens sont des parasites qui ne payent rien, il faut qu'ils payent 2% au minimum de leur PIB pour l'OTAN, et donc en Europe une très grande inquiétude, à partir de 2016, une très grande inquiétude sur cette Amérique qui peut-être pourrait un jour ne pas remplir les obligations qu'elle a souscrites en signant le traité de l'Atlantique Nord en 1949. Et donc, alors, je ne dis pas que c'était une crise de l'Alliance Atlantique, parce que dans l'Alliance, on fait toujours semblant de faire comme si tout allait bien. C'est vraiment la comédie, embrassons-nous, Folleville. Donc tout va toujours très bien, Madame la Marquise, chez l'OTAN, même sur le plus grand désaccord, on affiche toujours une unité. Mais en tout cas, ça a été une première fissure dans la croyance des Européens, la croyance pratiquement aveugle que les Européens avaient vis-à-vis de la protection américaine. Et puis cette fissure s'est aggravée, même avec Joe Biden, quand on s'est rendu compte au mois de juillet dernier qu'il quittait l'Afghanistan en un mois, en laissant sur place, il y avait 14 000 soldats européens sur place, de l'OTAN, de son organisation, qu'il a fallu extraire à toute vitesse, alors que les Américains étaient déjà partis de l'aéroport, sans nous prévenir. Les soldats de l'OTAN disent eux-mêmes qu'ils l'ont appris dans la presse. Donc une fissure vis-à-vis de la croyance atlantique qui est quand même présente, même si aujourd'hui la guerre en Ukraine ressoude les rangs comme un seul homme. L'élargissement de l'Union européenne à l'Est, à partir de 2004, on s'est rendu, qui était censé étendre le marché et la démocratie, stabiliser nos marges.
les faire rentrer chez nous, les transformer en pays démocratiques et prospères, eh bien, on s'est rendu compte que ça a marché au début et que maintenant, on a à l'Est des pays, en tout cas avant la guerre, des pays comme la Pologne et la Hongrie qui sont les champions du populisme autoritaire. Je vous signale que la Hongrie a supprimé l'indépendance de la justice, c'est le président qui nomme les juges, bon, et que en Pologne, énormément de mesures sont prises également contre l'état de droit, aussi bien en Pologne et en Hongrie. Donc là aussi, l'élargissement du commerce comme facteur stabilisateur et transformateur au profit de la démocratie, on peut avoir des doutes. Et donc voilà, donc mon constat dans le livre était, ça ne marche pas, et donc l'Union européenne a beau inventer des politiques pour répondre au Covid, pour répondre à la crise économique, de toute façon l'ADN lui-même ne fonctionne plus parce qu'il est dans un monde aujourd'hui qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel l'Union européenne est née. Et donc comme on ne peut pas changer le monde, ça c'est quand même très difficile, il faut peut-être changer les concepts de base de la construction européenne. Et donc dans ce livre, je disais, voilà, il faut changer deux choses. D'une part, la foi absolue dans l'excellence du commerce mondial, il faut recontrôler les marchés. Alors je ne dis pas qu'il faut revenir à une économie de contrôle communiste, ni à une économie planifiée, mais il faut remettre du contrôle politique sur les marchés. Et en particulier, il faut remettre du contrôle politique sur les investissements directs étrangers, sur la redistribution des richesses. Il n'est pas normal que les inégalités augmentent en Europe au fur et à mesure que la richesse de l'Europe augmente. Ça n'est pas normal. Plus l'Europe s'enrichit, moins il devrait y avoir d'inégalités. Mais c'est l'inverse qui a lieu. Plus l'Europe s'enrichit, plus les inégalités augmentent. Donc ça, c'était la première proposition, de recontrôler les marchés en recontrôlant la redistribution sociale. Et la deuxième proposition vis-à-vis de l'OTAN, c'était de restaurer ou de construire une plus grande souveraineté européenne sur la défense des intérêts de l'Europe. Le cas de l'Iran était ici exemplaire. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est la thèse du livre. J'ai beaucoup insisté sur les fondamentaux parce que je pense que c'est très important d'essayer de changer ce système. Mais je vais en venir à la guerre parce que bizarrement, la guerre accélère en tout cas le plaidoyer que je fais, en particulier sur le deuxième constat, c'est-à-dire le constat de notre énorme dépendance vis-à-vis des États-Unis. Alors, cette guerre, j'ai dit en introduction que on vivait un moment de rupture. Et pour l'Union européenne, pour les pays membres de l'Union européenne, c'est un choc. Ça a été un choc depuis un mois. Nous sommes sous le choc. Alors on peut parler de phénomènes de sidération, de phénomènes de dépression européenne, mais c'est vrai que l'agression de Poutine sur l'Ukraine, alors que personne n'y croyait, même les Ukrainiens eux-mêmes, alors que Joe Biden disait il va attaquer tel jour, telle heure, les Ukrainiens nous disaient mais nous, c'est pas vrai, nous on n'y croit pas, ils nous ont rien dit, ils nous ont rien montré, et le lendemain, Poutine a effectivement attaqué militairement. Mais donc du coup, c'est un réveil très douloureux pour les Européens, et surtout pour les Allemands. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que tout ce qu'ils croyaient, c'est-à-dire les vertus du dialogue, du commerce, du soft power, l'idée que l'interdépendance économique était un facteur de stabilité. C'est vrai que on est très dépendant du gaz russe, mais les Russes sont très dépendants de nos achats, et que donc cette interdépendance était un facteur de paix. On était persuadés de ça. Eh bien, tout cela, toutes nos croyances, tout le modèle européen s'effondre. Et ce que montre Poutine, c'est qu'on avait tout faux. Que non, le commerce n'adoucit pas les mœurs, que non, la dépendance énergétique, la dépendance de la Russie à l'égard des marchés occidentaux n'est pas plus importante que la paranoïa grand russe de la Russie. Et donc pour les Européens, c'est un réveil extrêmement douloureux. Et pour l'Allemagne,
qui était jusqu'à maintenant le leader, le pays le plus puissant en Europe, pour l'Allemagne, c'est un triple choc parce que l'Allemagne se rend compte qu'elle est dépendante de la Chine pour son commerce, dépendante de la Russie pour son gaz et dépendante des États-Unis pour sa défense. Donc une triple dépendance qui fait que que l'Allemagne de puissance leader en Europe devient aujourd'hui le maillon faible de la construction européenne, d'où un certain nombre, donc après ce choc, un certain nombre de réactions, que je vous cite rapidement, qui ont eu lieu depuis un mois. D'abord, la réaction allemande, le réarmement allemand, tout à fait spectaculaire, dire que l'Allemagne va ajouter 100 milliards d'euros pour sa défense, c'est-à-dire plus de 2 fois le budget français de défense, alors que nous, en plus, on a la dissuasion nucléaire pour à peu près 15% de notre budget. Donc ça veut dire que l'Allemagne envisage bien sûr de rattraper son retard, mais de construire une vraie puissance militaire, ce qui, pour l'Allemagne dirigée par une coalition avec des SPD et des Verts, est une révolution psychologique absolument fondamentale. Et certains s'interrogent en se disant, est-ce que l'Allemagne va remplacer sa formule de puissance qui était basée sur le commerce par une formule de puissance plus basée sur la force que ça n'était le cas autrefois. Donc ça, c'est une décision, une révolution allemande. Deuxièmement, tous les pays de l'OTAN, absolument tous, décident d'augmenter leur budget de défense, tous les pays de l'Union, pardon, et d'atteindre au moins 2% du PIB. Les Polonais sont passés déjà à 3% du PIB. Les Grecs avaient déjà 6% du PIB, mais c'était à cause des Turcs, c'était pas pour contrer la menace russe. Mais donc on a une unanimité pour augmenter les budgets de défense. On a une unanimité extraordinaire, non seulement européenne, mais occidentale, des sanctions, qui sont des sanctions très dures, en particulier sur le plan économique, sur le plan du bannissement de la Russie du système financier SWIFT, donc des mesures de rétorsion, enfin de sanctions très dures, un front uni des citoyens contre cette guerre, et ce qui amène les grandes entreprises occidentales à quitter la Russie. Et c'est là où on voit l'importance de la citoyenneté, l'importance de la RSE, de la responsabilité sociale des entreprises, c'est qu'elles sont obligées de quitter la Russie, pas forcément parce qu'elles sont contre Poutine, mais parce que c'est leur image de marque qui est en jeu et qu'elles peuvent perdre à la bourse 20, 30, 40% de leur valeur. Et toutes les grandes entreprises, enfin presque toutes les entreprises du luxe ont arrêté. Les grandes entreprises américaines, Coca, McDonald's, Starbucks, McDonald's a fermé 850 en 2 jours, 850 restaurants en Russie. Zara et H&M, Adidas ont fermé aussi. Zara, parce qu'il se refait une santé, parce qu'elle était déjà boycottée par une partie des citoyennes, parce que Zara fait fabriquer ses vêtements au demeurant très jolis et pas cher, mais par les Ouïghours. Donc moi j'ai une fille qui a à peu près votre âge qui n'achète plus Zara depuis 3-4 ans. Et donc toutes ces entreprises sous la pression citoyenne. Alors aujourd'hui, il y a eu Renault qui a décidé de faire la même chose, Total également. Le seul qui résiste encore, c'est Leroy Merlin et Auchan, c'est-à-dire le groupe Muliez, mais on voit bien qu'il y a une réaction profonde, unitaire, européenne, occidentale contre ces mesures, et que l'opinion publique est plus mobilisée qu'on ne le croit. Et donc on a une réaction européenne très forte, avec malgré tout une très grande incertitude sur l'avenir, une très grande incertitude sur l'avenir de la guerre. Moi, je ne fais pas partie des optimistes par caractère, mais là, quand je vois que la grande décision du sommet de l'OTAN aujourd'hui, c'est de fournir aux Ukrainiens des éléments de protection contre les attaques chimiques, je me dis que un des scénarios du pire est possible. Je ne dis pas qu'il est probable, mais il est possible. Donc l'avenir est parfaitement imprévisible sur le déroulement de la guerre, sur la décision que prendra M. Zelensky, qui est prêt à négocier. Et j'espère qu'on le soutiendra dans tout ce qu'il acceptera,
qu'on ne va pas se mettre à crier « Oh là là, il abandonne la Crimée, c'est pas bien ». Non, j'espère que non. Ce sont les Ukrainiens quand même qui sont à la manœuvre, c'est pas nous. Et donc une très grande incertitude, et c'est pour ça que je m'avance pas plus sur les conséquences de la guerre sur l'Europe, mais je vais quand même terminer en posant la question que toute la presse se pose. Toute la presse, en tout cas une bonne partie de la presse française, parce qu'en Europe, ailleurs en Europe c'est moins un débat, mais toute la presse française titre « Le réveil de l'Europe »,« L'Europe redevient une puissance », l'heure de l'Europe a sonné, l'Europe de la défense connaît une nouvelle dimension. C'est vrai qu'aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont adopté également à Bruxelles ce qu'on appelle une boussole stratégique, c'est-à-dire une espèce de livre blanc européen sur la défense, enfin qui n'est pas un livre blanc du tout, mais bon, moi j'ai fait partie du livre blanc français sur la politique de défense en 2013, je veux dire qu'un livre blanc, c'est beaucoup plus sérieux que les 47 pages qu'ont produit l'Union européenne, mais c'est quand même déjà important qu'il y ait une vision commune de ce que l'Europe doit faire dans le monde. Et donc, on a ce débat qui renaît sur la guerre en Ukraine permet à l'Europe de sortir de son somnambulisme stratégique, de sa délégation aux États-Unis de toute préoccupation stratégique, et de redevenir une puissance qui réfléchit, qui pense, qui s'arme, qui peut être amenée à défendre ses intérêts, son territoire, avec l'OTAN, mais peut-être aussi hors de l'OTAN si c'est nécessaire. Et donc ce débat prend une importance aujourd'hui assez grande, et effectivement on peut dire qu'il y a un réveil européen, on peut le dire, ne serait-ce que quand l'Allemagne dit qu'elle va dépenser 100 milliards pour sa défense, on peut dire qu'il y a un vrai réveil européen. Mais de là à penser que c'est le début, que c'est l'épanouissement d'une Europe puissante, cette fameuse Europe que la France appelle de ses voeux depuis toujours. Si vous avez une option européenne dans vos masters, vous devez avoir appris que la France, selon la grande formule d'Alain Perfit, c'est l'enquiquineuse du monde. Et donc la France, depuis 54, mais enfin surtout depuis le général de Gaulle, depuis 58, demande l'arrivée d'une Europe politique, d'une Europe puissance, avec une politique de défense commune, etc., etc. Et donc on a l'impression que cette guerre donne raison à la vision française, que l'Europe est en train de se réveiller et de devenir, pour reprendre une expression de Védrine, un carnivore, alors qu'avant elle était herbivore dans un monde de carnivores de Jurassic Park. Je ne sais pas si vous connaissez ces formules, il y en a eu plein. Une Europe bisounours, une Europe herbivore dans un monde de carnivores, enfin il y a eu plein d'images pour dénigrer l'Europe, et aujourd'hui elle se réveille. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'Europe se réveille? Et je vais terminer là-dessus. Je ne vais pas nier qu'il y a un vrai mouvement de prise de conscience, que la géopolitique, ça existe, que ce n'est pas une élucubration des Américains pour diriger le monde, qu'il y a les rapports de force, ça existe, que la guerre, ça existe à quelques centaines de kilomètres. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'autre décision qu'a prise l'OTAN, c'est de renforcer considérablement les moyens militaires de l'OTAN sur les pays qui sont en marge, en bordure du conflit, c'est-à-dire essentiellement la Roumanie, l'Ukraine, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne et les États baltes. Mais vraiment, quand vous regardez les cartes, on a aujourd'hui une défense de l'avant qui est très impressionnante. Pour autant, moi je crois qu'on est encore dans une phase d'émotion. Et que l'émotion, c'est pas la puissance. L'émotion, c'est ah, mon Dieu, quelle horreur, il faut les aider, il faut les défendre. Et il faut dire que M. Zelensky est extraordinaire. C'est un orateur exceptionnel, que chaque fois qu'il parle devant un parlement de tel ou tel pays, on a envie de prendre les armes et d'aller les aider. Oui, c'est ça ma parenthèse. Est-ce que vous avez regardé l'émission Serviteurs du peuple sur Arte ? Serviteur du peuple, c'est le feuilleton dans lequel jouait Zelensky en 2013, quand il était un comique, un comédien. Il était un comique et il avait produit, en tant que producteur de télévision, une série qui s'appelle Serviteur du peuple, dans laquelle il joue, mais c'est intéressant parce que c'est là où on voit les ruses de l'histoire, il joue le rôle d'un prof d'histoire dans une classe de terminale ou un peu comme vous,
de prépa. Et un jour, il explose parce qu'il n'en peut plus. Il y a encore une tricherie qui est faite en faveur d'un prof de maths qui est protégé par le parti. Enfin bon, bref, il explose contre la corruption, contre l'injustice, contre ce régime absolument abominable, corrompu, etc. Et un de ses élèves le filme et met ça sur les réseaux sociaux. Il devient un héros national ukrainien. C'est bientôt les élections présidentielles, il y a tout un mouvement citoyen qui paye sa campagne pour qu'il se présente aux élections présidentielles. Il est élu président de la République ukrainienne et une fois élu, il va se battre contre la corruption. Ça, c'est 2013. C'est extraordinaire de savoir qu'aujourd'hui, ce type est président, a été élu alors qu'il n'était rien. Et c'était un comique, un comédien. Il est élu président de l'Ukraine. Comme quoi, les moments de crise en histoire créent des hommes exceptionnels. Mais je vous conseille de regarder, c'est très drôle, c'est une série comique, hein, ça s'appelle Serviteur du peuple, et quand il a été élu président de la République, il a appelé son parti Serviteur du peuple, c'est le parti Serviteur du peuple, c'est formidable. Bref, je termine. Donc oui, on est dans l'émotion, mais l'émotion, c'est pas ça, la puissance, c'est la responsabilité, le sang-froid, la décision qui n'est pas forcément la décision géniale, il faut rogner sur ses principes, il faut accepter des compromis qu'on n'aurait pas forcément eu envie d'accepter. Et donc voilà, il faudra accepter ce que l'Ukraine négociera avec la Russie, s'il y a une vraie négociation, et non pas critiquer sous prétexte que ça remet en cause les valeurs européennes. On remet, nous, en cause les valeurs européennes pratiquement tous les jours en soutenant en Égypte un gouvernement dictatorial. Enfin bon, passons. Oui, c'est un réveil de l'Europe, mais c'est un réveil de l'Europe dans l'OTAN, et à juste titre. Les Allemands, par exemple, ont décidé tout de suite d'acheter des avions américains, des avions de combat américains, des F-35. Pourquoi? Parce que si vous voulez acheter des avions européens, mais il n'est pas construit. Alors, bon, c'est bien joli d'accuser les Allemands, mais bon. Et puis quand on voit la menace qu'est Poutine, on se dit que l'OTAN, c'est quand même plus efficace qu'une défense européenne qui n'existe pas. Et donc il y a toute une séquence à penser. Mais aujourd'hui, le réveil européen, c'est un réveil dans l'OTAN, dans l'Occident. C'est une fusion de l'Europe dans l'Occident. Je conclus par là. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'Europe politique? Non. Mais il faut accepter ce moment. Ce moment n'est pas un moment d'émergence d'une Europe souveraine et d'une Europe indépendante ou d'une Europe stratégique. C'est un moment de solidarité avec les Américains, de fusion dans l'OTAN, de fusion dans l'Occident. Et petit à petit, viendra le moment où, avec les Américains, il faudra reconstruire une autonomie européenne. Mais aujourd'hui, parler d'autonomie européenne, de réveil européen, c'est un non-sens stratégique. Ça n'a aucun sens. Les Européens, ensemble, ne peuvent pas contrer la menace russe. Et donc voilà ce que je voulais vous dire. Raison de plus. Autrement dit, la guerre en Ukraine ne remet pas en cause du tout la nécessité pour l'Europe de changer. Mais il faut bien être conscient du calendrier et des urgences. On ne devient pas autonome sur le plan de la sécurité et de la défense. On ne devient pas autonome des États-Unis au moment où la Russie fait la guerre à un voisin de 5 pays européens. Voilà, c'est pas logique et ça serait pas raisonnable. Et donc, je crois que la nécessité d'une Europe plus souveraine, plus consciente de la géopolitique, plus armée, plus décidée de se défendre, cette nécessité, elle reste plus valable encore aujourd'hui qu'hier, et notamment quand les Américains retourneront voir en Asie, qui est leur vraie priorité, mais que pour l'instant, l'heure est plutôt quand même à la communauté atlantique contre la menace russe, qu'à l'affirmation de l'Europe indépendamment des États-Unis. Et je dis ceci, moi qui ai milité toute ma carrière en faveur d'une Europe puissance, qui ai écrit plein de bouquins sur la défense européenne, qui suis passionné de l'affirmation de l'Europe sur la scène internationale, mais je crois qu'il faut un temps pour tout et qu'il faut surtout un temps pour laisser les idéologies de côté et passer à la réalité de la gestion réelle du monde. Voilà, je vous remercie. Ma première question, c'est concernant la cohésion au sein de l'Europe. Selon moi, est-ce que la crise ukrainienne, est-ce qu'elle va permettre aux démocraties libérales de l'Ouest de s'adapter davantage au modèle européen, ou est-ce qu'au contraire, dans ce contexte,
il serait malvenu pour l'Europe de continuer à accuser ces pays de non-respect des normes européennes, alors qu'il faut chercher l'unité par rapport à la Russie. Merci beaucoup. Donc vous parlez de ce que l'on a appelé les démocraties illibérales, ce qui veut absolument rien dire. Moi j'appelle ça des régimes populistes autoritaires, contraires à l'état de droit, puisque le critère c'est l'état de droit. Et donc je répondrai en disant oui, ces pays trouvent dans la guerre une façon de, si je puis dire, de laver leurs péchés. Et une bonne raison de se faire pardonner en accueillant les réfugiés. La Pologne sert de hub pour transférer les armes, accueillir des réfugiés, etc. Et évidemment se refont une vertu sur cette affaire, bien que la Pologne refuse de prendre les réfugiés africains qui quittent l'Ukraine. Il faut quand même le savoir, hein. Sous prétexte qu'ils sont noirs. Il faut quand même le savoir. Alors la réponse est bien sûr qu'on ne va pas maintenant, c'est toujours pareil, la gestion de crise c'est une question de priorité. La priorité c'est aujourd'hui l'unité dans la réponse et le soutien à l'Ukraine. Donc aujourd'hui on va laisser tomber le côté les sanctions qui étaient prévues, ça c'est les sanctions qui étaient prévues financières, qui étaient prévues contre ces pays qui remettent en cause l'état de droit. Mais voilà, ça va durer le temps de la cohésion et de la guerre. Ensuite, j'espère qu'on va revenir aux principes, et encore plus aux principes qui sont le respect de l'état de droit. Ces pays ne peuvent pas continuer à agir comme si l'Europe était uniquement un porte-monnaie dans lequel ils peuvent se servir et en échange ne rien donner. Merci. Donc, la 4e semaine de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. On est en mars, hein? Mars. Oui, oui. Le 3e mois de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui portait dans ses projets principaux une stratégie d'autonomie de l'Union européenne, d'autonomie stratégique et de boussole stratégique, donc ça démarré, qui est évidemment un agenda qui a été mis en œuvre par la crise ukrainienne. Est-ce que vous pensez que la France a été trop ambitieuse ou est-ce que ces objectifs vont pouvoir être atteints? Pour ce qui concerne la boussole stratégique, c'est fait aujourd'hui, ça a été adopté. Je vais moi-même rédiger un petit papier pour le site de l'Institut Jacques Delors, donc pour la semaine prochaine, donc vous pourrez regarder vaguement ce que j'en pense. Donc c'est un texte qui fait l'unité des Européens dans l'analyse des menaces, premièrement, dans les principes de gestion de crise, deuxièmement, et dans les nécessités industrielles pour répondre aux besoins. C'est bien, c'est très bien, ça ne va pas changer le monde, hein, mais bon, c'est déjà un très grand progrès d'avoir réussi d'un texte consensuel entre les 27. Et deuxièmement, sur l'autonomie stratégique, c'est un peu ma conclusion de tout à l'heure, elle n'est pas acquise aujourd'hui, c'est un processus, l'autonomie stratégique. C'est comme, j'allais prendre une métaphore un peu absurde, mais finalement c'est pas si absurde que ça. C'est comme une adolescence. Ça fait 70 ans que l'Europe est sous l'aile de la poule américaine. Passer à l'autonomie stratégique, ça ne va pas se faire en un mois. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait échec du tout des objectifs de la présidence française. Il y a l'accord sur la boussole et il y a la continuité, tout ce que je vous ai dit sur le renforcement de la défense européenne, qui est un pas vers l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique impliquant également l'autonomie énergétique, là c'est beaucoup plus difficile, l'autonomie alimentaire, il ne faut pas oublier ça, ça va être aussi un des grands débats, l'autonomie énergétique, etc., etc. Quelles seront les dynamiques internes en Europe à la sortie de cette crise-là? Vous nous l'avez expliqué là et aussi dans le livre que l'Europe s'est largement construite autour de la dynamique franco-allemande, autour du couple franco-allemand, et que dans le livre en tout cas vous l'écrivez qu'il faut vraiment accepter ce leadership européen de la part que la France et l'Allemagne doivent accepter ce leadership. À un autre moment du livre, vous expliquez aussi que cette prise de pouvoir, notamment de la France, est toujours vue comme les autres États sont toujours un peu réticents à cette idée que la France assume un pouvoir politique fort et pense toujours qu'il y a des choses cachées derrière ça.
Est-ce que vous pensez que l'Europe puissance, après cette crise-là, pourrait, malgré ce paradoxe, se construire autour du couple franco-allemand et autour d'un couple franco-allemand qui assume ce leadership pleinement? Encore une fois, moi, je suis très prudente. Je ne sais pas ce que c'est après cette guerre. Je ne sais même pas s'il y aura un après cette guerre. On vit en Europe sur une multitude de conflits gelés depuis plus de 10 ans. Alors, je ne sais pas, mais je vais quand même essayer de répondre à votre question. Je crois qu'il n'y a pas d'alternative si on veut construire une Europe qui soit forte sur la scène internationale, et pas seulement sur le plan militaire, surtout sur le plan diplomatique. Je dis dans mon livre, et c'est un point important, que pour moi la puissance, c'est pas le fait d'avoir des armes et des missiles, etc. Parce que la plus belle armée du monde, elle sert à rien si vous savez pas comment l'utiliser, et si vous savez pas dans quel but l'utiliser. Et donc pour moi, l'Europe puissance, c'est une Europe diplomatique. C'est une Europe qui a une politique étrangère, qui a une vision du monde et qui a une idée, par exemple, de l'après-guerre. Qu'est-ce qu'on fait de la Russie? La Russie, elle est géographiquement, elle est en Europe, donc on ne pourra jamais l'effacer. Il faudra bien un jour avoir des relations avec la Russie. Comment on fait? Est-ce qu'on a une idée en tant qu'Européens? Est-ce qu'on attend que les Américains nous donnent une idée? C'est ça pour moi l'Europe puissance. Mais en tout cas, pour la construire, cette Europe puissance, l'axe franco-allemand, il est inévitable. On fait 50% de la richesse de la zone euro, on fait 50% de la puissance démographique de l'Union européenne, on fait 80% des dépenses militaires de l'Union européenne. Donc la France et l'Allemagne, c'est incontournable, absolument incontournable. Simplement, comme vous l'avez dit, il y a un problème de légitimité, en particulier les Italiens, les Espagnols, et donc moi je suis pour élargir le couple franco-allemand aux 4. Alors ça, les 4, ça fait un peu directoire, quadrilatère, enfin bon. Mais moi je suis pour les 4 grands, et j'ose le dire, il y a des grands et des petits en Europe sur le plan de la puissance. Ça ne veut pas dire que c'est des pays qui sont moins importants que d'autres, mais on ne peut pas dire que la puissance de la Slovaquie est égale à la puissance de la France. C'est pas vrai. Et donc, et même si la Slovaquie, que j'adore, hein, je ne sais pas s'il y a des Slovaques parmi vous, mais même si la Slovaquie passe à 5% de son PIB en matière militaire, de budget de défense, et même si la Slovaquie double par 3 le nombre de ses diplomates, ça ne fera pas un effet, une différence fondamentale dans l'histoire. Et donc, je pense qu'il faut un groupe de 4. La France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Ces 4-là ont fait 80% de la puissance, tout compris de l'Union européenne. Et donc mon idée, c'est que si on est d'accord à 4, on entraînera les autres. Simplement, les autres ne supportent pas l'idée qu'on puisse se réunir à 4. C'est-à-dire l'idée que Macron invite à Brégançon cet été les 3 autres pour prendre un verre au bord de la piscine et se mettre d'accord sur un plan, cette idée, c'est scandaleux pour les partenaires européens. Et je crois qu'il est grand temps d'expliquer que ce n'est pas scandaleux, que c'est nécessaire. Merci. Ça fait plus de 10 ans que Poutine exprime ce que sont ses buts de guerre, c'est-à-dire reconnaissance de l'acquisition de la Crimée, autonomie du Donbass et démilitarisation de l'Ukraine. Dans ces 3 buts, lesquels vous paraissent légitimes? Et de votre connaissance de l'Europe, est-ce que vous pensez que l'Europe aura la même réponse que vous? Sur le premier point, non, c'est pas légitime. L'Ukraine est un pays indépendant depuis 1992. J'ai relu avant de venir, il y a un traité sur l'indépendance de l'Ukraine qui est signé par la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ce traité est très court, il fait 1 page. Et il dit que les 3 puissances se portent garants de la sécurité de l'Ukraine, de l'intégrité de l'Ukraine et de la souveraineté du pays. Bon, déjà, donc M. Poutine n'a absolument aucun droit légitime sur l'Ukraine. Ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas pu négocier un accord avec l'Ukraine pour l'accès à Sébastopol, qui était son seul accès à la mer. Le fait qu'en droit l'Ukraine soit souveraine ne veut pas dire qu'on ne peut pas négocier quelque chose qui satisfasse aussi la partie adverse. Mais donc je ne reconnais à Poutine aucun droit, et je pense que, en tout cas j'ai dit beaucoup de choses, donc je ne sais pas si tous les Européens seraient d'accord sur tout ce que j'ai dit, mais sur l'idée qu'il faut aider l'Ukraine et que dans un premier temps ça doit se faire en communion avec l'OTAN, oui, je pense que tout le monde est d'accord. Donc, vous critiquez, je le cite dans votre livre, le saupoudrement d'investissement par l'Europe dans tous les domaines et que trop de priorités nuit à tous les programmes, à la page 240. Oui.
En conséquence, quelles seraient selon vous là où les priorités de l'Europe pour les prochaines années? Mais ça, je dis ça uniquement dans la partie technologie, hein. Oui, mais vous énoncez justement que... Oui, trop de priorités tue la priorité, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et même dans la boussole stratégique qui a été adaptée aujourd'hui, il y a 12 priorités, ce qui est difficile. Moi, on m'a toujours appris, quand mon premier travail a été d'être petit rédacteur chargé de recherche à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, et j'ai appris là, les États n'ont qu'une seule priorité par an. Voilà, et c'est déjà bien s'ils en ont une. Donc évidemment, le drame de l'Union européenne, c'est que dans la rédaction de ces grandes stratégies, il faut faire plaisir à tout le monde. Donc tel État a plutôt un avantage sur telle technologie. Par exemple, les Tchèques sont très forts justement sur la réponse aux armements chimiques, donc il faut faire plaisir aux Tchèques. Tel autre État est très fort sur les composantes électroniques, comme la Suède par exemple, il faut faire plaisir aux Suédois. Et donc du coup, on arrive avec une espèce de liste à la Prévert où tout est prioritaire, et c'est vrai en technologie comme en matière de politique étrangère. Vous avez toutes les priorités, y compris le Burkina Faso, tout est prioritaire. Et ça, je dis, c'est pas bon. Il faut que l'Europe sache trancher. On a une ou deux priorités par an, et sinon, on ne fait rien. Et la preuve, c'est qu'en politique étrangère, l'Europe ne fait rien. En technologie, je crois qu'il faut choisir. Et moi, par exemple, je ne choisirais pas le numérique comme priorité, parce que je pense qu'on est trop loin derrière les GAFA américains. On n'arrivera pas. Il vaut mieux le faire sur d'autres domaines. Moi j'avais une question, est-ce que vous pensez que l'autonomie stratégique passera par un protectionnisme européen sur l'industrie de défense? Non. Non, parce qu'on est dans l'OTAN, que l'industrie américaine est très compétitive, que les industriels américains sont très agressifs, que nos partenaires ont l'habitude depuis 70 ans d'acheter américain, pratiquement sur étagère, et que donc ils refusent, pourtant Dieu sait que la France le demande le plus longtemps, ce qu'on appelle une clause de préférence européenne. Et donc non, malheureusement, je dis malheureusement, mais enfin non, je ne crois pas qu'il y aura une clause de préférence européenne, si c'est ça que vous voulez dire, que l'autonomie stratégique ne voudra pas dire la priorité donnée aux achats produits par les Européens. On peut le regretter, mais il faut tenir compte de l'histoire. Voilà, toutes les armées, pratiquement toutes les armées européennes aujourd'hui, en particulier l'armée allemande, l'armée polonaise, sont avec des armements américains. Donc quand il faut remplacer ces armements, encore faut-il s'assurer que acheter européen soit compatible avec les armements qu'on garde. Tout n'est pas interopérable. Donc non, malheureusement non. Je le regrette. Avec la volonté de la création d'un processus d'une Europe indépendante de l'aile de l'OTAN, n'y aurait-il pas une montée d'inquiétude de la part de notre partenaire américain vis-à-vis de la montée en puissance de la nouvelle Europe, et donc une multipolarisation d'un monde plus séparé entre Américains, Européens, Russes et Chinois? Alors, moi, encore une fois, la guerre change beaucoup de choses, hein. Mais je crois que les Américains sont comme tout le monde. C'est-à-dire, ils sont dans un monde complexe, et donc ils ont des réactions complexes. De même que les Européens sont contradictoires, mais c'est parfaitement normal d'être contradictoire dans une situation aussi complexe que celle que l'on vit aujourd'hui. Et les Américains sont très contradictoires, c'est-à-dire d'un côté, ils ne veulent pas l'émancipation de l'Europe, ils ne veulent pas que l'Europe devienne une grande puissance qui est voix au chapitre, à égalité avec eux sur les grands dossiers du futur. D'un autre côté, ils ont besoin que l'Europe s'émancipe. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir les mains libres en Europe. Ils ne veulent plus s'occuper de l'Europe, ils veulent s'occuper de l'Asie. Ils le disent depuis Obama, 2012. Leur priorité, c'est le pivot asiatique. Là, Poutine les oblige à rester en Europe. Ils n'ont pas envie. Et donc, d'un autre côté, les Américains ont envie de redéléguer aux Européens la gestion des problèmes européens pour pouvoir donner la priorité à l'Asie. Et donc ils sont très contradictoires, ils veulent que l'Europe s'émancipe pour pouvoir aller faire autre chose, mais en même temps, ils ne veulent pas qu'elle s'émancipe parce qu'ils aiment avoir le leadership mondial de l'Occident. Donc ma réponse est double, ils sont contradictoires et c'est normal. Le désamour vis-à-vis de l'UE d'une grande majorité, enfin une grande minorité des citoyens. Vous expliquez que ce désamour-là est né au milieu des années 2000, après le Big Bang de l'élargissement de 2004. D'autres pensent que ce désamour, il date d'avant, il date
il daterait du moment où M. Delors a pris la présidence de la Commission et a entraîné l'Europe dans une marche forcée vers la réalisation du marché unique. Et que c'est à ce moment-là qu'on a vu dans les partis d'opposition naître une position un peu plus souverainiste dans ces débats pré-Maastricht. Je pense au débat par exemple entre M. Mitterrand et M. Seguin. Est-ce que vous pensez que c'est une autre façon d'envisager ce désamour, de le concevoir avant la fin de la guerre froide? Oui, alors il ne faut pas mélanger les choses. L'Europe n'a jamais fait 100% d'enthousiastes. Il y a toujours eu des sceptiques européens, il y a toujours eu des gaullistes en Europe, en France en tout cas, il y a toujours eu des communistes qui étaient anti-européens, etc., etc. Donc, il y a donc toujours eu une espèce d'euroscepticisme qui cohabitait avec l'adhésion à l'Union européenne. Et ça, c'était vrai aussi bien du temps de Mitterrand que d'avant. Avant, c'était même pire, parce que vous aviez les fédéralistes qui étaient vraiment partisans des États-Unis d'Europe, et puis les nationalistes, les nationaux-gaullistes plutôt, qui étaient pour l'indépendance de la France. Ensuite, on a eu ce débat effectivement sur l'Europe de Maastricht, mais l'Europe de Maastricht, c'était pas... le débat sur l'Europe de Maastricht n'était pas un débat sur pour ou contre l'Europe, c'était un débat sur quelle vision de l'Europe, avec la vision britannique d'une Europe grand marché ou la vision française d'une Europe politique. C'était ça le débat. Mais il ne faut pas confondre cet euroscepticisme qui a toujours existé et qui est normal dans une démocratie, avec l'europhobie, la haine de l'Europe, la dénonciation de l'Europe comme coupable de l'appauvrissement de la France, de l'appauvrissement des classes moyennes, que l'on a vu naître à partir de la grande phase de mondialisation, c'est-à-dire à partir de 2008. Il ne faut pas confondre les mouvements populistes, les mouvements d'extrême droite, les mouvements radicaux, ils naissent pas en 2000, il n'y en a pas quand Delors est au pouvoir. Ils apparaissent après. Ils apparaissent, moi j'ai dit 2008 parce que j'essaye d'être précise, mais en fait la grande vague des mouvements populistes en Europe, et pas seulement en France, c'est 2015. C'est le terrorisme plus l'immigration. Et donc je crois qu'on ne peut pas dire que Delors, le libéralisme à la Delors est responsable du désamour. Il y a toujours eu un euroscepticisme qui n'a rien à voir avec l'europhobie d'aujourd'hui, avec des gens qui voulaient quitter l'euro, qui veulent quitter l'Europe et qui font aujourd'hui le substrat des mouvements d'extrême droite en France et ailleurs d'ailleurs.